Oui, alors, merci pour cette invitation. Et puis, sur la question de l'industrialisation, je pense que vous faites bien de se reposer cette question-là, parce que ça pose... il faut qu'on se réapproprie de quoi a-t-on besoin dans le pays, de qui décide, de qu'est-ce qu'on produit, où on produit, et de se poser, je vais le dire, tel quel, non pas en tant que simplement spectateur ou salarié, mais je le mettrai dans le débat comme en tant que producteur au même titre que les autres. Il faut, je vais développer mon propos, mais il faut entre guillemets, qu'on se réapproprie ces questions-là. Parce que la situation, elle est préoccupante. Préoccupante non pas de notre responsabilité, mais préoccupante au sens des besoins que l'on a, de comment on vit, de l'impact que ça a, des décisions qu'ils prennent. Donc il faut qu'on se réapproprie ces questions-là. Poser la question de l'industrialisation, c'est quel type de modèle, qu'est-ce qu'il faut qu'on produise, comment on le produit, où on le produit, et de quoi a-t-on besoin. Donc il faut qu'on se mette en chantier et qu'on ne laisse pas ce chantier aux autres. Et comme on est tous, en gros il y a 27 millions de producteurs en France, ils ont la légitimité de se poser ces questions-là. Il y a 50 millions de personnes entre les actifs et les retraités qui ne sont pas inactifs, mais qui sont libérés, entre guillemets, de la recherche et du travail marchand, et qui sont aussi consommateurs. Donc on a complètement la légitimité de se poser ces questions, parce que la situation, elle est préoccupante au sens est-ce qu'on reste souverain, indépendant dans notre rapport, on vit dans un pays, dans notre rapport au monde, en termes d'échanges, donc c'est des questions qui sont importantes. La situation, elle est préoccupante. Alors, je pense qu'il faut s'interroger sur les mouvements de ces 30 dernières années. 1980, l'industrie, 24% du PIB, 5 300 000 emplois. Voilà, au sens, si on parle que industrie, périmètre d'activité. 2017, 10% du PIB, 3 millions d'emplois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? D'abord, il faut qu'on arrive à identifier les mouvements de qu'est-ce qui s'est passé pour voir si on veut y répondre, si on va apporter d'autres solutions. Alors, des analyses qu'il faudrait vérifier, parce qu'il y a des gens qui se sont posés ces questions-là. Premièrement, je voudrais pondérer ce chiffre qui peut apparaître catastrophique de 10% du PIB en 2007. Il y a eu un premier phénomène, c'est-à-dire que les emplois sont pas forcément... Il y a une partie des emplois qui ne sont pas forcément partis à l'extérieur, mais entre guillemets, les groupes capitalistes ont décidé d'organiser différemment l'activité industrielle. Et le témoignage de Marie-Noëlle en est l'expression propre. Le premier phénomène, c'est un phénomène d'externalisation. C'est-à-dire que des choses, des activités qui étaient comptées dans l'activité industrielle ont été externalisées. On a philosophé, on a accompagné ce mouvement-là à travers l'idée de l'explosion des services et on passait sur, je dirais, une activité dite post-industrielle. C'était terminé l'industrie, mais en fait c'était pour masquer un premier mouvement qui est un mouvement d'externalisation où on devient, entre guillemets, le rapport salarial se modifie, c'est un rapport de client-fournisseur qui s'installe dans l'entreprise, et il y a toute une série d'activités. Alors, les premières activités ont été la maintenance, on a externalisé les maintenances, il y a plein de salariés qui ont vécu ça, on a externalisé la logistique, on a externalisé l'ingénierie. Des milliers d'ingénieurs travaillent de manière isolée dans des conditions de merde. Moi, j'ai commencé mon activité professionnelle comme ça, comme sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant dans l'ingénierie. Donc, le premier phénomène, c'est qu'à travers, l'activité de service, on a externalisé, on a augmenté à travers là l'exploitation, on devient aveugle aux conditions d'activité des gens. Mais ça aboutit
entre guillemets, cette question d'être aveugle à l'activité des gens, donc la responsabilité de ceux qui organisent le travail, qui décident du travail, peut aboutir à des catastrophes. La plus grande catastrophe industrielle qu'on a connue ces derniers temps, qui est l'explosion d'AZF à Toulouse, 53 morts, c'est parce qu'on est aveugle aux conditions d'activité, de travail. Personne ne savait dans la boîte où était le stock, et les gens, les intérimaires qui manipulaient les produits ne savaient pas qu'il ne fallait pas mélanger, parce que si vous mélangez, ça explose. On devient aveugle, c'est l'organisation capitaliste du travail. Alors, il y a ce premier phénomène. Deuxième phénomène, on a perdu des emplois parce que, et ça c'est un phénomène, je dirais, par gain de productivité. C'est-à-dire la modernisation fait que vous produisez plus avec moins de temps de travail. Bon, ça c'est un mouvement, je dirais, du travail, encore qu'il faut discuter cette productivité, parce que c'est une productivité qui repose sur des conditions de travail qui sont très difficiles, qui ne répondent pas toujours aux besoins de qualité, de sécurité, et puis de santé, surtout des travailleurs. On ne peut pas parler du burn-out, on ne peut pas parler de toute une série de choses si on devient aveugle. Je ne dis pas que la productivité, il faut faire pas de productivité, mais les conditions de cette productivité sont interrogées. Des besoins dans le travail pour coopérer, pour faire des choses avec ce sentiment de bien faire son travail. C'est aujourd'hui le problème général de tous les salariés. J'ai l'impression que je ne fais pas bien mon travail, je ne vis pas bien mon travail. Donc ces conditions de productivité sont aujourd'hui à interroger. Deuxième chose dans l'organisation capitaliste du travail, c'est où je produis. Ils ont décidé de ne plus produire ici. Il y a toute une série d'activités pour augmenter leur profitabilité, de les répartir ailleurs dans le monde. Et si on peut expliquer que l'externalisation, par rapport à ce bilan, en gros, il manque 2 300 000 emplois, on peut considérer que l'externalisation, c'est un transfert d'activité, c'est-à-dire que l'activité est toujours restée ici, mais sous d'autres formes. On peut considérer les gains de productivité, effectivement, il y a une croissance du chômage, c'est l'expression de ce qu'on pourrait faire en termes de réduction de temps de travail, par exemple. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on est allé produire ailleurs. Il y a eu la délocalisation d'activités réelles. Et ça, on l'estime aujourd'hui, différentes études, autour d'1 million d'emplois. C'est-à-dire qu'on est allé faire de l'activité ailleurs, au Maroc, en Tunisie, en Asie, etc. etc. C'est-à-dire que les groupes à l'échelle internationale ont décidé de répartir l'activité différemment dans le monde. Mais c'est eux qui décident. Donc, mais on reste toujours sur ces grands phénomènes. Quand je dis délocalisation de l'activité ailleurs, comme en France on a externalisé, dans le monde on est aveugle à comment ça se passe. On est aveugle. Nous on s'est battus, en France les salariés se sont battus depuis 2 siècles pour faire en sorte que le travail des enfants recule. Qui aujourd'hui est en capacité de dire où ils produisent, avec qui ils produisent. Et puis les produits sont dans des conditions, alors d'abord, dans quelles conditions ils font travailler les gens. On fait ramener des produits pour une part ici, et en plus, du point de vue, alors c'est vrai que le coût de transport, et notamment maritime, est faible. On construit d'énormes bateaux de millions de tonnes avec des millions de conteneurs pour faire rapatrier, etc., etc. L'activité qui est faite ailleurs. Donc, on devient, y compris, aveugle à comment ça se passe dans le monde. Et on ne peut pas dire que la situation du monde est mirobolante du point de vue de la satisfaction des besoins des populations, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Asie, en Thaïlande, en Birmanie, où vous voulez, quoi. On a tous un smartphone, mais si on s'interroge de comment sont produits les smartphones, on va vite... voilà. D'abord, quels produits, les minerais, comment ils sont extraits, soi-disant près des lieux où ils existent, en Chine par exemple, on va pleurer, hein, etc., etc.
Donc, je dirais que voilà, il faut se réinterroger comment tout ça s'est organisé, où c'est décidé, comment c'est fait. Et à travers la question de l'industrialisation, c'est ces questions qui me semblent importantes. Alors pendant 20 ans, ils ont tenu le discours, justement, on est une société post-industrielle. Donc tout ce discours-là est venu finalement accompagner ces nouvelles organisations, ces changements d'activité. Alors je dirais c'est une question de souveraineté, mais bon, Serge l'a dit. Est-ce qu'on se porte mieux dans la manière dont ils sont organisés? Je pense que nous, ce qui est un élément de réflexion autour de qu'est-ce qu'il faudrait, entre guillemets, dans quel secteur d'activité il faudrait faire bouger des choses. Aujourd'hui, ils réfléchissent comme ça, c'est-à-dire que tous les articles que vous voyez, c'est finalement, tout le monde pleure sur le solde extérieur du commerce de la France. Mais si vous regardez branche d'activité par branche d'activité, ça vous dit pour une part ce qu'il faut faire. Si on veut avoir un solde de commerce extérieur équilibré, on vous dit, voilà, bois, papier, imprimerie, on est déficitaire, machines et équipements, on est déficitaire, équipements électriques, encore plus déficitaire, produits industrie automobile, on est déficitaire, produits métallurgiques, métalliques, on est déficitaire, produits manufacturiers d'hiver, on est déficitaire. Je ne parle pas de l'énergie, du pétrole encore, hein, parce que dans le solde extérieur, il y a 50% du solde extérieur négatif s'explique par le fait qu'on apporte du pétrole, enfin des besoins énergétiques. Donc, si on voudrait être équilibré, se poserait la question de quel type d'énergie, de la transition énergétique. Alors là, je renverrai mon ami sur l'importance du fret, du tout routier, etc., par rapport à nos besoins. Donc déjà, à travers l'analyse du solde extérieur, ça nous donne une grille de lecture de quel secteur il faudrait réinvestir. Produits manufacturiers, etc., etc. Donc, alors, il y a des produits sur lesquels on est complètement déficitaire, et puis il y a des produits sur lesquels on est complètement excédentaire. Donc, les questions à se poser, aéronautique, alors on est en premier, produits chimiques et pharmaceutiques, ça va très bien, produits agroalimentaires, ça va très bien, matériel de transport, tout juste à l'équilibre. Voilà, donc, aujourd'hui, si on veut se poser la question de notre indépendance, d'un solde d'échange extérieur avec le monde équilibré, au moins dans un premier temps, la question c'est pas voilà, ça veut dire qu'il faut regarder secteur par secteur comment on se réapproprie l'activité, comment on fait en sorte que cette activité soit relocalisée avec des conditions d'activité. Alors, pendant 20 ans, on a parlé de société post-industrielle. Depuis 2000, on va dire depuis 2009, depuis Sarkozy, ils ont changé de discours. Voilà, ça c'est ce que dit Serge. Depuis 2009, ils ont changé de discours. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils ont restructuré, ils ont organisé l'activité différemment à travers ce blabla post-industriel. Mais depuis 2009, ils ont changé en disant l'état de notre industrialisation est réellement préoccupant. Voilà. Donc, comme ils ne pouvaient plus nier le phénomène, ils se servent d'un état de fait aujourd'hui pour dire il faut faire notre problème, bon, c'est ce qu'a dit Serge, c'est le choc compétitivité. Voilà, donc depuis maintenant, on est sur la ligne depuis 2009. Donc, ils ont repris à bras le corps cette question de l'industrialisation, mais pour mener le choc de compétitivité. Donc, on a eu États généraux de l'industrie par Sarkozy. On a eu redressement productif pour Hollande. Et là, avec Macron, on va être sur l'impôt productif. Je vais vous expliquer ce que ça va être. Donc, voilà, troisième étape. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même se poser des questions autour de ces mesures-là. Hein.
Sarko, il y a un truc, il a avancé crédit, impôt, recherche. Voilà, donc la logique, c'est choc de compétitivité, mais c'est-à-dire qu'on dépense des milliards d'euros publics pour quel effet? En tant que citoyen, on a le droit de se poser en disant, c'est pas des petites sommes qui sont dépensées. Crédit, impôt, recherche, on est arrivé, on a commencé à 3 milliards, on en est à 6. Budget, c'est-à-dire qu'on donne 6 milliards d'euros publics à des privés pour quel effet de recherche? Budget du CNRS, 30 000 travailleurs du CNRS, ingénieurs, techniciens, cadres, qui travaillent dans la recherche, c'est pas 3 milliards. C'est-à-dire que si on avait maîtrisé ces 6 milliards dont on ne voit pas les effets en termes de recherche, parce que les efforts de recherche en France n'ont pas bougé, si on avait utilisé ces 6 milliards, on double la taille du CNRS en France. On double la taille, on embauche, et on gère, nous, on embauche 11 000 ingénieurs, 20 000 techniciens pour travailler dans le domaine de la recherche par rapport à nos besoins. Des chercheurs. Voilà. Bon, premier point. Deuxième truc, 6 milliards. Alors, au moins, ils ont l'honnêteté de dire ce qu'ils font. Crédit, impôt, compétitivité, emploi. On arrive, entre ça plus redressement productif, on arrive à, allez, 20 milliards par an. 20 milliards par an. Je ne sais pas s'il y a des salariés de Carrefour, là, dans le coin, mais les salariés de Carrefour ont ciblé. Pour Carrefour, c'est 130 millions par an. C'est pas que Carrefour perd par l'argent. Carrefour perd par l'argent. 130 millions. 22 milliards, si on gère nous, c'est-à-dire que le contrat, hein, les citoyens, on a le droit de savoir, voilà, la Cour des comptes qui soi-disant la Cour des comptes qui soi-disant va comment dire, éplucher partout, débusquer les mauvaises gestions de la dépense de l'argent public. 22 milliards. On n'a jamais donné autant en termes d'allègements fiscaux en France. On n'a pas donné autant. 22 milliards. Bon, les sénateurs communistes ont demandé de faire un état des lieux. Marie-France Beaufils qui a dirigé ce travail, au point que des articles de la Tribune en disant « escroquerie d'État ». Ils mettent un point d'interrogation. Est-ce que c'est pas une escroquerie d'État? À quoi ça sert? Si 22 milliards aujourd'hui, si vous les gérez vous, ça fait 500 000 personnes payées, 500 000 personnes payées à 1 700 € net par mois. Avec 10 milliards qui vont aux caisses de la caisse de sécurité sociale. Hein, entre guillemets. Voilà. Donc, à quoi ça servit cet argent? On est en droit de demander. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. À quoi ça servit? Les 500 000 emplois, ils sont où? Ils sont où? Gattaz avait dit, je vous promets 1 million d'emplois, mais quand même il faudra faire sauter des verrous supplémentaires. Notamment avec la loi travail. Il y a 5 ans en arrière. C'est une escroquerie. On peut se demander. C'est pas moi qui invente ça, c'est marqué dans les journaux avec des points d'interrogation. Comment on évalue ces 22 milliards, à quoi ils ont servi par rapport à l'objectif de relocaliser de l'activité en France? Le solde extérieur n'a jamais été aussi important. En termes d'emploi, ils sont pas là, ces 500 000 emplois. Enfin, voilà, ça suffit. Ça suffit. Donc j'ai envie de dire, que dit la Cour des comptes sur le sujet? Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, on est dans la nouvelle phase. Alors, ils ont réuni le Conseil national de l'industrie cette semaine.
parce qu'il y a quand même un Conseil national de l'industrie qui existe depuis les États généraux de Sarkozy. Donc ils travaillent filière par filière. Ils ont regroupé, hein, avant il y avait plus de filières stratégiques, mais là ils ont regroupé en 10 filières. Voilà. Donc ils vont continuer. Ils vont probablement se servir de ce constat constant et permanent de la question de l'industrialisation pour avancer sur la réduction de l'impôt sur les sociétés à travers l'idée de faire un impôt productif. Voilà. Donc Macron, il l'a annoncé, hein, il a dit l'impôt sur les sociétés, il veut le passer de 33% à 25%. Voilà. Donc ça sera probablement à travers l'idée de l'impôt productif de faire baisser. Voilà. Alors, Bruno Le Maire s'excuse auprès des responsables du secteur industriel de toutes les filières en disant bon, on souhaiterait le CICE, c'est des allégements de 1 à 2,5 fois le SMIC, des allégements fiscaux, sociaux, etc. Il aimerait passer de 1 à 3, voilà. Il s'excuse, il ne va pas pouvoir faire tout de suite. Voilà. Il s'excuse, il ne va pas pouvoir faire tout de suite, mais il veut passer de 1 à 3. Voilà, donc c'est 3 milliards supplémentaires. Voilà. Mais les comptes de la nation, on voit bien que c'est compliqué, donc on ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Voilà. Donc, je pense qu'au regard de, Serge l'a dit, au regard de ça, on a le droit de tirer des bilans, des évaluations en tant que citoyen, en tant que producteur, en tant que salarié, de cette activité-là. Et de ce point de vue-là, où va l'argent ? Quand vous prenez les données statistiques, je suis allé voir hier soir de l'INSEE, évolution du taux de marge 80 à 25%, c'est-à-dire le gras que vous faites sur l'activité productive, 25% 80, 32% 2016, plus 7%. Toujours la même chose, on dit ça va servir à l'emploi, ça va servir à l'investissement, à la recherche. L'investissement reste à 1% avec des variations relativement stables. On est toujours entre 22 et 23% d'investissement sur l'activité. L'emploi, le bilan, on le connaît tous. On a passé là, au-dessus de 10%, 9%, enfin bon, on aussi autour de 10%. Voilà. Voilà. Alors après, les résultats pour ceux qui sont actionnaires, par contre là, les Échos 2017 disent 55,7 milliards de dividendes, année record. Voilà. Donc on manque pas de ressources, hein, voilà. Voilà. On parle de pacte de responsabilité, mais qui est responsable et qui est responsable dans cette histoire ? On parle de pacte de responsabilité. Et le théorème, déjà je reviens avec Pierre-Alain, les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain, ne s'est jamais vérifié en 30 ans. Ne s'est jamais vérifié en 30 ans. Donc, je vais terminer juste ma première partie là-dessus, je laisserai d'autres intervenir sur les autres sujets, mais l'idée c'est que il faut arrêter le laisser faire. Il faut arrêter le laisser faire. L'idée que la somme des intérêts privés correspond à l'intérêt général est une escroquerie. Voilà. Alors d'abord, on a fait une confusion entre intérêt privé, c'est-à-dire ce qu'on dit le droit d'usage de sa voiture, de son appartement, etc., avec, je dirais, l'intérêt privé au sens lucratif, c'est-à-dire je suis propriétaire de quelque chose et je retire le travail des autres un revenu. Puis je continuerai après, mais juste une question.
je me suis interrogé finalement, bon, il y a 50 millions de personnes en France, 67 millions d'individus, ceux qui n'ont pas la majorité, ça représente 16 millions de personnes, au-dessus de la majorité, c'est 51 millions d'individus. Combien d'entre eux détiennent des actions? Parce qu'on a l'impression... voilà. Vous allez voir, hein, c'est un problème pour eux hein, quand même. Ils s'interrogent aujourd'hui sur... l'actionnariat individuel en France, aujourd'hui, sur les 50, c'est 3 millions de personnes. Et encore, ces gens-là investissent souvent, confondent, je suis propriétaire d'actions et de leur épargne. Ils vont voir les banques, ils ont pris un PEA, etc. etc. Bon. 3 millions. Ça a diminué de moitié depuis 2008. Ça a diminué de moitié depuis 2008. Donc Bruno Le Maire, il s'interroge au Conseil national de l'industrie en disant on ne peut pas rester là, parce que quand même, on montre un désamour important. Voilà, il y a une forme de lucidité, une lucidité depuis 2008. Voilà. Et encore, donc ça veut dire que les actionnaires individuels représentent, au plus haut niveau, aujourd'hui ça représente 6% des actionnaires totaux. C'est-à-dire que c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Les actionnaires principaux dans tous les lieux de conseil d'administration, c'est les actionnaires institutionnels. Donc là, pareil, il faut revenir à des réalités, mais ça leur pose question en disant, vous voyez les articles qui sont en train de surveiller le frémissement, en disant, ça y est, on est passé de 3 millions d'actionnaires individuels, etc. Mais ils mesurent l'adhésion au système, ils mesurent alors ils vont essayer de relancer les participations d'entreprise, ils vont essayer de relancer des choses comme ça, mais je crois que... Je reviendrai sur la question de l'État après, mais déjà sur le diagnostic, voilà, il faut dire, je m'arrête là, on ne peut plus laisser faire. Et là, il faut revenir sur l'idée, on est producteur, on décide. On est producteur, on décide. C'est ce qui a fait, c'était les principes de la libération. Les intéressés gèrent les choses. Les intéressés gèrent les choses. C'est ce fil directeur qu'il va falloir qu'on approfondisse, mais sur lequel on revient. Je termine mon premier propos. Vas-y Laurent. Allez,